La présentation de Stéphane Fuentes sur les innovations, le mini-invasif et puis la navigation. Merci de nous accueillir ici, Stéphane, chez toi. Donc, on est très heureux. Bien, bonjour. Donc, je vous remercie de m'avoir invité, de me faire parler des innovations techniques. Donc, ça va être une bande dessinée marseillaise. Donc, nous, on avait choisi en 2016 comme imagerie 3D au bloc opératoire parce qu'on était resté à la scopie et puis on s'est dit il faut passer à l'étape suivante de la navigation et de l'imagerie. On avait choisi pour le truc le plus technique, qui est le scanner opératoire. Donc c'est arrivé il y a 8 ans, en septembre 2016, et puis 3 ans plus tard, on a eu l'opportunité d'avoir le bras robotisé développé par la firme BrainLab. Donc quand vous avez des instruments comme ça, un chirurgien, qu'est-ce qu'il fait? Il faut qu'il s'amuse, il faut qu'il fasse des bêtises. Donc c'est vrai qu'on a eu une période en fait d'adaptation. Donc on a un peu opéré tous les patients instrumentés avec l'imagerie 3D et la navigation. Donc c'est aller de la traumatologie au dégénératif. Tout ça pour s'habituer à l'informatique. Et donc il y a une courbe d'apprentissage. Il est certain que toutes les chirurgies ont augmenté en durée. Il a fallu dresser ou éduquer nos anesthésistes puisqu'ils n'ont plus accès aux patients. Donc tout ça, c'était une coopération médico-chirurgicale pour pouvoir avoir en opératoire une technologie qui a permis de développer certains actes qui nous semblent moins agressifs sur certains patients. Donc on va commencer. Alors, c'est pas trop de la pédiatrie, là. Donc, l'avantage des adultes, c'est qu'on a une grande population de sujets âgés qui tombent, qui se font des fractures d'odontoïdes. Donc, pour la chirurgie de cette jonction crânio-cervicale, l'odontoïde, on a beaucoup de patients. Donc, on a dit donc les fractures, ce type de fractures très fréquentes chez les sujets âgés, on les ouvre. La fixation de type ARMS, comme a montré M. Cour, c'est vraiment le 4-4 de la chirurgie. On a très peu de pseudarthrose avec une très bonne consolidation, mais ça impose d'ouvrir des patients, d'avoir des complications infectieuses. Des fois, ça peut saigner quand on dissèque le plexus péri C2, et on peut avoir des faux trajets dans C1 ou dans C2. Donc, on a dit pourquoi pas faire du percutané. On avait l'habitude de faire du percutané en chirurgie, traumatologie thoracique et lombaire. Donc, on a dit pourquoi pas en C1, C2. Donc voilà, une patiente installée dans une table entièrement carbone, le scanner opératoire, le système de repérage classique pour une navigation, donc il n'y a rien de particulier. Et donc on fait une fixation de ces deux percutanés. Donc au début de notre expérience, on n'avait pas le robot, donc on avait une Samshidi naviguée. Et la seule façon de faire entrer la Samshidi dans l'os, c'est de taper au marteau, comme on faisait en rachis thoracique et lombaire. Bon, c'est un peu technique en cervical parce que ça bouge un peu, mais on y est arrivé au final. On mettait la Samshidi, on mettait une broche, on mettait nos 4 broches, on faisait un scanner et on vérifiait que les broches soient en bonne position, et puis on mettait les vis. Donc au final, il fallait 3 scanners pour faire un patient. Donc il y avait 3 acquisitions scanner avec une irradiation du patient chiffre à 4,8 millisievert. Et la radio était assez intéressante. C'était c'est des chiffres marseillais, on est parfait. Mais au final, c'était une très bonne positionnement de vis avec un état cutané qui était correct, des incisions petites. Et au final, mettre les vis, c'était pas compliqué. Le plus complexe dans le geste percutané de la jonction de C1, C2, c'était de mettre la tige. Parce que relier une tige par des petits trous, des fois on passait plus 1 heure à mettre la tige qu'à mettre les vis. Donc après, en tapant, on dit c'est un peu dangereux. Pourquoi on aurait eu le robot, et avec le robot c'est un bras qui tient un pointeur, et on verra un film ensuite, on peut mettre un moteur, et à ce moment-là on n'a pas cette sensation de taper sur une vertèbre C1 ou une vertèbre C2 qui bouge. Et donc on a une précision de geste qui est supérieure. Voilà. Donc je présente un travail d'équipe, puisque tous ces papiers ont été publiés, pas par moi, je suis trop vieux, je ne sais plus écrire, mais par César Farah et l'équipe du service. Donc le C1, C2, c'était le plus facile, et on a dit pourquoi on ne veut pas au niveau du rachis cervical inférieur. On peut fixer, comme vous avez montré, M. Cour, là, les isthmes
décrite depuis longtemps, mais des fois, ces isthmes, ils sautent, ils sont fragiles, les vis sont pas assez longues. Quand ils font moins de 12 mm, on s'arrache facilement. Et puis quand on fait des chirurgies de reprise en traumatologie, là, comme je fais ces sujets-là, la visée pédiculaire cervicale semble bien plus intéressante et avec moins de risque de pseudarthrose. Donc on a le petit film sur le principe de ça. Donc le patient est installé du cuisse ventrale, tête d'un étrémifile de tout carbone. On fait une acquisition scan et puis on a le bras robotisé, on fait tout ce bras robotisé. Bien sûr, c'est une visée percutanée sans contrôle procédure, tout en navigation. Donc on fait confiance à l'imagerie virtuelle de la caméra. Donc le chirurgien, c'est notre futur PU avec un peu de chance, qui fait ce système de visée. Donc tout est virtuel. Il voit la caméra et il met le bras au contact du massif articulaire. L'incision, elle est abordée avec un écarteur de Todardi de chirurgie hypophysaire. Donc ça, c'est l'imagerie virtuelle. On met nos 4 broches, on fait une après l'autre, 4 broches, nouveau scanner, et on vérifie que les broches sont là où on a espéré les mettre en visée, en imagerie virtuelle, parce que ça, c'est du virtuel. Donc on voit la mèche qui s'enfonce et tout est bien sûr virtuel. Donc voilà, il est content, il a mis les broches. Et on va faire le scanner de vérification. Il faut faire attention de ne pas arracher les broches quand on enlève le bras. Donc le bras, il n'est pas robotisé complètement, il est guidé. Donc l'étape suivante, c'est d'avoir le bras complètement robotisé. Ce n'est pas encore d'actualité. Donc il y a quelques manipulations qui sont toujours délicates et il faut éviter d'arracher la broche, sinon on recommence. C'est le souci. Donc voilà, ça c'est l'imagerie. Voilà, le scanner, voilà, on a mis les vis, le scanner de contrôle qu'on fait systématiquement. Donc 3 scanners, un scanner de repérage, un scanner sur broche et un scanner sur table dès qu'on a mis toutes les vis et l'ostéosynthèse pour vérifier que tout est en place. Donc au final, avec ce système d'imagerie péropératoire, de bras robotisés, on peut faire de la visée pédiculaire cervicale de qualité. Donc on l'a publié dans le service. Bon, juste pour dire c'est pas du parfait, pour une fois on était presque honnête. On avait 80% de vis acceptables, on n'a pas eu de reprise et surtout on voit une irradiation qui correspond en fait à un scanner abdominal, enfin un peu moins qu'un scanner abdominal. Donc c'est une irradiation à prendre en compte chez nos patients. Bon, c'est sûr que le médecin et l'équipe paramédicale n'est pas irradiée, parce que chaque fois qu'on fait un scanner, tout le monde sort et il n'y reste que le patient qui se fait irradier. Et au point de vue cosmétique, c'est quand même pas mal. Il y a moins de lésions cutanées et musculaires. Voilà, ce qu'on peut reprocher à l'imagerie, c'est que c'est comme un encombrement, que le bras ait une mobilité réduite et qu'au final, si on fait un montage de plusieurs niveaux sur un côté, pour faire l'autre côté, il faut démonter le bras, remettre de l'autre côté, refaire une acquisition. Donc il faut être très patient, ce qui des fois à Marseille n'est pas toujours le cas. Ensuite, bien sûr, vous savez, on peut augmenter les complexités, donc tout en étant le moins invasif possible. Donc cette lésion avec une destruction de la masse latérale de C1, la solution, c'est éventuellement la fixation occipito-cervicale pour traiter la douleur, mais on s'est dit, avec l'imagerie qu'on possède, le bras robotisé, pourquoi pas combler la masse latérale par du ciment et faire une kyphoplastie ou une cimentoplastie guidée par la navigation. Mais ce qu'on a fait avec le robot, on a visé la masse latérale sous la vertébrale. Et donc ça, on voit avec la mise en place de la broche, le scanner de repérage. Et ensuite, on peut sans problème faire la cimentoplastie avec au final une imagerie plutôt sympathique et un traitement par radiothérapie dans la suite. Donc on peut faire les choses correctement avec du mini-invasif au niveau de la jonction crânio-cervicale. Ensuite, quel est le meilleur système d'imagerie et de navigation? Donc il y avait ce travail fait par César comparant l'OARM et Aéro. L'OARM, c'est une navigation, mais avec un système de SIAM, enfin de radioscopie. C'est une tomographie, en fait, c'est pas un véritable scanner. Et l'Aéro, qui est un véritable scanner, c'est un scanner 32 barrettes. Donc rapidement, c'était en train de comparer l'expérience bordelaise avec l'expérience marseillaise.
Donc ça c'était nous. Et au final, qu'est-ce qu'on pouvait conclure? C'est qu'on était plus nous en mini-invasif que l'équipe bordelaise, et qu'au final, il y avait une petite effet supérieur de précision dans l'équipe aéro que dans l'équipe aux armes, mais au détriment d'une irradiation supérieure, hein, puisque le scanner irradie beaucoup plus le patient que la tomographie du système aux armes. Et bon, quand on compare avec la littérature, on a des taux. C'est sûr que la précision de la visée péculaire a augmenté grâce à l'imagerie 3D. Donc au final, c'est sûr qu'on irradie plus, on est plus safe pour nos patients, et c'est a priori très intéressant pour le suivi des patients. Donc juste quelques expériences qu'on a développées à Marseille. Donc on peut passer, c'est pas la jonction crânio-cervicale, mais c'est en bas. On peut faire tout ce qui est percutané, type les fixations sacro-iliaques, les visées un peu atypiques, hein, quand on a une destruction de ce corps vertébral et que on veut faire une cimentoplastie, passer par voie postérieure classique transpédiculaire, et ben si on suit ce chemin, et ben le ciment va passer sur le côté. Mais si on fait un trajet transcosto-corporéal, on arrive à rentrer dans la lésion lithique et avoir moins de risque de fuite. Donc ça, on voit l'image virtuelle qui est l'image jaune, et puis l'image réelle du scanner avant la cimentoplastie en blanc. Donc avec la navigation, on a une bonne précision. Chez les sujets de corpulence importante, l'imagerie 3D est intéressante, hein. Donc c'est une patiente, ça c'est le scanner préopératoire de nos amis radiologues, spondylodycite, sujet un peu costaud. L'avantage de l'aéro, c'est que le ring est très large, et donc les patients un peu costauds peuvent rentrer aussi bien en ventral qu'en latéral, avec une table rachis, comme on a l'habitude dans les services qui font de la chirurgie rachidienne. Et on voit la corpulence de la patiente, puisque les expandeurs arrivent juste au ras de la peau. Et au final, voilà la qualité du scanner, hein, scanner osseux, on a une bonne qualité, et on peut faire du geste percutané. Donc si on reprend le sujet de la charnière crânio-cervicale, dans les cas très complexes, comme ce patient qui avait probablement une fracture consolidée sur spondylartère ankylosante, avec une déformation majeure de la jonction crânio-cervicale, hein. C'était, je pense, une fracture de C2 négligée et qui s'est consolidée de travers, avec un torticolis irréductible dans ce contexte de spondylartère ankylosante. Donc on a demandé comment l'opérer. Donc la plus logique, c'est de recréer la fracture, donc faire une ostéotomie trans C2. Le problème de l'ostéotomie trans C2, c'est que, comme disait M. Cour, vous avez des vertébrales qui sont sur le côté. Donc on a dit on va commencer par voie antérieure, par voie transorale, avec une imagerie embarquée. Comme ça, on pourra fraiser de droite à gauche, de vertébrale droite à vertébrale gauche, de couper complètement le corps de C2 de vertébrale à vertébrale, et ensuite de retourner le patient, de faire la laminoarthrectomie et de tirer sur la tête et remettre droit le patient sous scanner. Donc au final, c'est ce qui s'est passé, avec un résultat cosmétique pas trop mal, hein. Le patient a la tête droite et l'imagerie était rassurante également. Donc le temps 1, on y a tout coupé devant, transoral. Temps 2, on a fait la laminoarthrectomie, et puis sous scan, on a réduit, tracté et remis droit, et puis fixé avec un montage occipito-cervical assez classique. Donc je pense que sans imagerie 3D péropératoire, il était très compliqué de faire ce patient sans danger et sans risque. Dans les tumeurs, ça peut être intéressant, hein, comme ce cordome de la jonction crânio-cervicale. On peut vérifier en péropératoire qu'on est assez exhaustif dans l'exérèse tumorale. Certes, c'est qu'un scanner, mais on peut avoir des repères osseux pour être sûr d'avoir une bonne résection. Un autre cas de jonction crânio-cervicale, une fracture de C2 qui a été négligée, on le voit en cale vicieux. Donc pareil, si on veut réduire le patient, c'est plus logique de faire une ostéotomie trans C2. Donc, voilà, l'IRM, la souffrance médulaire. Donc, pareil, sous imagerie 3D, on a réséqué tout le corps de C2 sous la fracture pour recréer la fracture et permettre la réduction ensuite par un temps postérieur avec une fixation de type ARMS avec un montage C1, C2, C droit pour avoir un bras de levier plus supérieur. Et puis pareil, c'est intéressant dans des grandes déformations autres où on ne comprend plus rien, des patients multi-opérés chez les enfants. Donc l'imagerie 3D avec un scanner péropératoire, on peut faire des ostomies, des résections corporéales de qualité pour permettre de réduire les choses. Et aussi, on peut aussi prévoir la chirurgie, comme cette patiente avec une déformation majeure
de la jonction cervico-thoracique. On ne comprend plus rien, elle a été opérée une dizaine de fois avec des tiges d'auto-agrandissement et un échec. Donc on fait en préopératoire une espèce de reconstruction 3 dimensions de son rachis. On réfléchit sur le type d'ostéotomie qu'on va faire en préopératoire, en simulant la résection osseuse pour la remettre droite, et en utilisant le concept préopératoire et le scanner péropératoire. Voilà, on arrive à faire quelque chose qui n'est pas trop mal, hein, de réduction de la déformation et des suites qui ont été un petit peu lourdes sur le plan, mais qui au final est mécaniquement assez satisfaisant. Ensuite, je pense que pour les fixations cryptocervicales, c'est intéressant d'avoir une imagerie 3D parce que ça, c'est une chirurgie bariatrique. Hein. Si vous mettez une tête comme ça, elle ne mangera plus. Et si avec une imagerie 3D, ben, vous pouvez bien orienter votre tête et la fixer de façon au final complète et parfaitement le patient pour éviter des complications digestives ou ventilatoires quand on fait une fixation de mauvaise qualité, enfin mal verrouillée. Ensuite, comme je disais, c'est de l'imagerie virtuelle, hein, parce que vous savez, comme on dit, avec l'expérience, on multiplie les gestes. On dit c'est du mini-invasif, donc on peut tout faire par voie percutanée. Donc cette fracture de C2 biismique, donc on avait dit oui, c'est une fracture biismique purement osseuse, sans instabilité ligamentaire. Donc on pouvait mettre une Minerve 3 mois, mais on a dit on a imagerie, le robot, on est très fort à Marseille. Donc on va mettre une vis percutanée transsismique de C2 de chaque côté, et comme ça on le met debout, il peut retravailler très vite. Voilà le planning, donc le scanner, le robot, tout va bien, on met des broches et on fait l'imagerie de contrôle, et sur deux vis, eh ben, il y en a 2 à côté, dont une qui est un petit peu embêtante parce que celle-ci était encore un petit peu dans l'os, mais celle-ci n'était plus dans l'os du tout. Donc on voit les 2 vis, elles sont en dehors de tout repère osseux. Elles ont raté la dure-mère par un miracle marseillais, on ne sait pas pourquoi, mais tant mieux. Et donc se pose la question d'enlever le matériel. Donc il est certain qu'enlever une vis comme celle d'une des vis qui était encore dans l'os, eh bien, la vis ça tourne, donc on peut l'enlever, mais celle-ci elle n'était plus du tout dans l'os. Et donc on a beau tourner, ça n'y a rien qui revenait. Donc on a réfléchi de façon de travers, vous savez. Les chirurgiens, il ne faut pas que ça réfléchisse. Et donc on a dit on va mettre un ballon de Fogarty, on va tirer sur la vis pour la faire venir. Bon, les ballons, au bout du 4e ballon qu'on pète, les vasculaires, on a dit les gars, ça coûte une blende, vos conneries, là, vous arrêtez. Et donc on s'est posé la question de comment enlever la vis. Bon, au final, on a opéré la patiente correctement, on a mis avec des repères radiographiques classiques, par un petit écarteur, on met des vis comme on faisait à l'époque. Et on s'est dit, bon, on va la pousser dans la bouche et on va la retirer par la bouche. Donc voilà, donc d'une geste percutané postérieur mini-invasif, ça s'est fini par une voie transorale pour enlever une vis mise de travers. Donc au final, l'imagerie 3D c'est très bien, le bras robotisé c'est encore mieux, et c'est que de l'imagerie virtuelle, donc il faut être capable sur le plan anatomique des fois de réfléchir et de critiquer ce qu'on fait. Il faut un contrôle pendant la procédure. Alors le problème de l'aéro, c'est que c'est qu'un scanner, donc on n'a aucune possibilité de faire de l'imagerie, faire un flash de scopie face profil, qui est différent du arm. Donc des fois, il vaut mieux habiller vite un C-arm pour faire un petit contrôle, comme on peut des fois le suggérer à certains jeunes qui veulent innover. Après, il y a un problème d'ergonomie du robot. Hein. Pour l'instant, c'est un robot qui est encore un peu encombrant, qu'il faut déplacer quand on va faire de côté. Donc il y a beaucoup de choses dans les cartons des ingénieurs. Et le problème d'irradiation. Alors nous, on ne s'irradie plus. On irradie le patient. Visiblement, c'est tolérable, hein, puisque c'est comme un scanner abdominal. Nous, on a un gros problème à Marseille, c'est que le scanner sur table qu'on fait, on ne peut pas le mettre sur le PAX. Donc le patient se prend 4 scanners finalement, 3 par la procédure. Et puis si on veut une imagerie de contrôle sur table, on refait une imagerie. Mais ça peut se discuter. Hein, c'est à voir avec nos confrères radiologues. Là, je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour les 3 topos du coup on va dire plus technique, instrumentation à la fois chez l'enfant et chez l'adulte. Moi j'avais une question sur je ne sais pas si certains d'entre vous ont l'expérience des spacers facétaires C1, C2, comme ce qui a été publié, je ne sais plus qui faisait allusion à Goël.
notamment pour réduire les subluxations de C1, C2. Vous avez déjà essayé, non? Stéphane, moi j'ai une question. Tu montrais ta courbe, la courbe d'apprentissage et le plateau. Avec l'expérience, vous avez réduit les indications pour lesquelles ça vous semble pertinent absolument et pour lesquelles finalement ça l'est pas, ou ta courbe d'apprentissage n'étant pas celle des plus jeunes, in fine, une fois qu'on l'a, tout le monde s'en sert tout le temps. Je pense qu'on a réduit les indications. En fait, c'est une mauvaise raison, c'est que on n'a pas accès au bloc comme on veut en fait. Donc c'est sûr que tu as un programme de 10 malades, tu essaies de gagner du temps en fait. Et très souvent, je pense qu'il y a des patients il y a des indications qui pourraient être de bonnes indications, mais on fait comme on faisait avant. Parce que moi je suis vieux et je prends une scopie, je vais plus vite que si je fais habiller le scanner. Voilà, je pense que c'est des mauvaises raisons. Et des fois, il vaut mieux perdre le temps de faire les choses. Et on gagne du temps maintenant, quand même, ça va plus vite. L'équipe est bien entraînée, l'anesthésiste, il n'y a aucun souci. L'informatique, c'est pas compliqué. Mais c'est vrai que c'est un peu plus long. Et puis, nous, je ne sais pas si tu connais le bloc de chez nous, on a une très grande salle où c'est pas très encombrant. L'aéro n'est pas très encombrant, mais on a une très grande salle où on est dédiée pour le scanner. Et on n'a pas toujours accès aussi à cette grande salle. Donc, voilà. Mais je pense qu'il faut. Non, c'est pas. Si on l'a, il faut l'utiliser. Ouais. Pour quasiment tout, quoi. Nous, avec le HARM, on l'utilise tout le temps. Et je pense que plus on l'utilise, plus on voit qu'on fait des techniques, on met des vis plus longues, plus grosses, on a des meilleures tenues. Et puis toute l'équipe autour devient habituée. Si vous le prenez que pour les cas les plus difficiles, vous rajoutez en fait une complication, parce que c'est là où vous allez avoir les problèmes informatiques, les problèmes d'ergonomie, etc. Donc en fait, il faut vraiment l'utiliser tous les jours. Je voulais te demander... Quand tu mets la broche, elle n'est pas naviguée sur le bras articulé. Donc comment tu gères la longueur de ta broche, tu mesures, enfin comment on fait ça? Parce que tu es percute là, donc comment tu sais? Il y a un aléa à la majeure. Ah. Parce que nous on n'a aucun contrôle, hein, c'est comme je dis, hein, c'est vraiment que du virtuel. Donc la broche ne peut pas être naviguée, déjà elle est souple, donc déjà on perd de la précision. Ensuite, vous pouvez mesurer 1 cm et avant vous savez comment vous pouvez l'enfoncer. Pareil, avant on a fait beaucoup de percutes en traumatologie thoracique supérieure avec le scanner. Et pareil, quand vous mettez la Chamchidi, vous mettez la broche, il n'y a plus de navigation, donc on l'a enfoncé de 1 cm. Mais il y a un aléa, il y a un aléa. Mais la vis, elle est naviguée. Au moment de mettre la vis. Alors nous on est flemmards, on ne navigue pas la vis. Ah. On fait navigation de toutes les broches, on met toutes les broches, scanner sur table, on vérifie que toutes les broches sont en place et après on jette les vis. Voilà. Parce qu'en fait, Brainlab ne construit pas de vis, donc en fait, sinon il faut chaque fois calibrer le truc et on perd un peu plus de temps. Parce que par exemple, nous on a le HARM, on met des vis des ES2 avec un tournevis qui est navigué, mais du coup, vous le calibrez une fois. On dit c'est une 5.5-40 et en fait on voit la projection de la vis, même si c'est pas une vis métronique. Oui, mais il faut calibrer le tournevis. Il faut que le tournevis soit reconnu. Il faut avoir un tournevis navigué. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, merci.